Sur une question qui me paraît fondamentale et qui me paraît être, dans les débats actuels, oubliée. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Je suis Bernard Defranche, je suis administrateur de la section française de défense des enfants internationale, qui est l'ONG, il y a 80 sections dans le monde entier, qui a écrit la Convention internationale relative aux droits de l'enfant entre 1979 et 89. Et donc la section française s'emploie à vérifier l'application de la Convention. Et nous constatons qu'il y a des dérives d'ordre éthique, sur lesquelles le débat n'est pas véritablement possible dès lors qu'on n'est pas fixé. On entend très souvent parler de droit à l'adoption, de droit à l'enfant, de droit à etc. Or, un enfant n'est pas un objet. On a droit à un toit, on a droit à des services, on a droit à être soigné, on a droit à être éduqué, on a droit à ce qui est de l'ordre de l'objet. On n'a pas droit à un sujet humain. Et c'est ce qui condamne radicalement toute forme d'esclavage, de domination de l'homme sur l'homme, de l'exploitation, etc., etc. Et donc on ne peut pas avoir droit à adopter un enfant. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque, monsieur le député, vous avez dit tout à l'heure que le régime de l'adoption tel qu'il existe en France n'est pas modifié, c'est précisément notre inquiétude en ce qui nous concerne. À savoir qu'il y a aujourd'hui possibilité, en effet, et lorsque dans son paragraphe, la conférence des évêques dit il ne faut pas que, si les circonstances de la vie empêchent l'enfant de connaître ses propres parents, il ne faudrait pas que le législateur prenne l'initiative d'organiser l'impossibilité pour les enfants de connaître leurs origines. C'est déjà le cas avec l'accouchement sous X, c'est déjà le cas avec l'adoption plénière. Alors naturellement, les adoptants peuvent informer l'enfant de sa véritable filiation. C'est ce que font, dans le respect et l'amour de l'enfant adopté, la plupart des adoptants. Mais ça n'est pas une obligation juridique. Et effectivement, l'adoption plénière coupe l'enfant de ses racines et le prive même de son nom. Et là, nous sommes un certain nombre à DEI à penser qu'il serait grand temps de supprimer, en effet, l'adoption plénière pour la remplacer par une adoption simple, jusqu'à ce que, à la majorité, l'enfant décide lui-même de porter le nom de ses parents adoptants ou donc d'entrer dans le cadre de l'adoption dite plénière aujourd'hui. L'Église d'ailleurs qui préconise qu'on ne coupe pas l'enfant de ses racines oublie sa propre histoire parce que c'est elle qui a organisé précisément l'abandon d'enfants. Rappelez-vous les sœurs tourrières dans les murs des hôpitaux du XIXe siècle où la mère qui abandonnait son enfant pouvait aller le déposer dans la corbeille et la sœur tourrière faisait tourner le tour pour récupérer le bébé de l'autre côté. Alors évidemment ça a sauvé la vie de pas mal de bébés, mais bon voilà. Donc je serais content là aussi de ces évolutions. Voilà, donc le droit à et le droit de, ce n'est pas du tout la même chose, et là-dessus nous sommes tout à fait clairs. Et ce qui est regrettable, c'est que nous n'avons pas encore en France une politique globale en faveur de l'enfance et de son bien-être. Et il y a là par exemple la question qui se pose pour le compagnon du couple homosexuel, pour les 30 000 enfants qui sont aujourd'hui élevés dans des couples homoparentaux, eh bien effectivement elle se pose aussi pour le beau-parent, elle se pose pour les grands-parents. Il y a eu le cas récemment d'une femme qui a accouché sous X dont les grands-parents ont voulu recueillir l'enfant, leur a dit « Ah ben non, pupille de la nation, il est adoptable et quelqu'un d'autre l'adoptera, ce ne seront pas les grands-parents qui pourront s'en occuper. » Et donc là-dessus, il y a intérêt, je crois que ce serait intéressant qu'on se décide à repenser globalement, ce sera mon mot de conclusion, le cadre global de la famille. Parce que l'histoire de l'hominisation, c'est 7 millions d'années, l'homo sapiens, c'est 400, 500, 600 000 ans à peu près. Nous avons connu, à travers toute cette histoire, de multiples formes. Je vais vous citer un exemple actuel, les Na de Chine, une ethnie bien connue. Une fille a d'autant plus de prestige social qu'elle a de rencontres furtives amoureuses pendant la nuit. Et quand il y en a 3 ou 4 dans la même nuit, des garçons qui viennent la voir, eh bien effectivement, qui est le père? Il n'y a ni père ni mari dans cette société. Les Égyptiens, traditionnellement, pratiquaient l'inceste horizontal. On épousait le frère, la sœur, les cousins, les cousines, etc. Donc la multiplicité incroyable des modes de parenté que l'humanité a pu expérimenter nous amène à relativiser nos débats aujourd'hui. Et effectivement, sur le point du mariage homosexuel, du mariage gay ou pas, en ce qui nous concerne à DEI, nous n'avons pas de position. À la limite, on pourrait se demander pourquoi l'État s'occupe de la manière dont les gens décident de vivre ensemble. Voilà, là-dessus, on pourrait aller jusqu'à ce point-là. Donc ici, ce qui nous paraît fondamental, c'est le statut du tiers dans la famille, les responsabilités qu'exerce le compagnon actuellement dans le couple homosexuel, il faut qu'elles soient reconnues, ses responsabilités éducatives à l'égard de l'enfant, il faut qu'elles soient reconnues, et surtout qu'on supprime l'adoption plénière qui empêche de couper l'enfant de sa filiation, de ses racines. Merci.
Merci Bernard Defrance. Et notre honorable député d'avoir accepté qu'il y ait ce débat aujourd'hui. Je vais d'abord une pensée pour l'actualité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, actuellement au Sahel, il y a des familles qui sont prises en otage et certains qui sont même morts parce que l'armée algérienne a lancé un assaut sur les sites où étaient les otages. Les pensées vont vers cette personne et ces pensées devraient nous amener, nous les politiques, à savoir mesurer la portée de nos actes, parce que la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, excusez-moi de faire le parallèle, est la conséquence de la guerre qui a été menée en Libye, où l'Union africaine avait eu alors, et la conséquence. Donc, revenant au niveau du mariage, je voudrais dire, il ne faudrait pas que le mariage n'est pas quelque chose de religieux. Le mariage précède l'Église. Bien avant l'Église, il y avait des hommes et des femmes qui s'unissaient pour fonder la famille. Avec l'Église, et les églises, le mariage est devenu une institution. Et le mariage reste aujourd'hui, même dans les sociétés primitives, le fondement même de la famille. Hein? Le mariage reste le fondement de la famille. En 1979, le Pax a été instauré pour permettre aux personnes de même sexe de bénéficier de certains droits, parce que ces personnes vivaient une certaine souffrance où il n'y avait pas une certaine transmission des biens. On s'était dit à cette époque-là qu'on allait se limiter au Pax vu les réticences des pauvres. Et là, la société a évolué. Notre candidat à la présidence s'était engagé à instaurer, à faire voter une loi sur le mariage pour tous. Moi, je me dis, le mariage pour tous, c'est pas une tendance, une reconnaissance de droits, c'est pas la reconnaissance de droits. Vu que les mêmes droits entre les personnes qui se disent homosexuelles et les personnes hétéros, nous avons le même droit. Ces personnes peuvent faire des enfants. Hein? Un homosexuel peut faire un enfant. Une lesbienne peut faire un enfant. Mais il ne faudrait pas que ces personnes encouragent la société à les encourager dans leur choix de vie personnelle.